D'abord, ça fait plaisir de vous voir. Il y a longtemps qu'on avait envie de retrouver un public pour des rencontres littéraires. Et je vous suggère d'accueillir la présidente d'honneur de cette 11e édition du Livre sur les quais avec vos applaudissements. Camille Laurence, vous êtes agrégée de lettres modernes, vous avez enseigné à Rouen, puis à partir de 1984 au Maroc, où vous avez passé 12 ans. Depuis septembre 2011, vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez publié des romans, des récits, des essais, du théâtre, des chroniques. Depuis le 11 février de cette année, vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Vous êtes, comme je viens de le dire, la présidente d'honneur de cette 11e édition du Livre sur les quais. Et vous publiez chez Gallimard un formidable roman intitulé « Fille ». Vous vous intéressez depuis longtemps à la matière vivante des textes, c'est-à-dire aux mots. Dans quelques-uns, dans Le grain des mots, dans Tissé par mille, vous vous êtes attaché à dévoiler la part cachée des mots. Je me suis demandé si Fille ne procédait pas de la même démarche sous une autre forme, c'est-à-dire le roman. Non, vous avez tout à fait raison. J'ai écrit 3 recueils de mots. Enfin, c'était des textes où j'explorais le grain des mots. C'est le titre d'un des recueils. C'est-à-dire à la fois sa sonorité, les différents sens qu'il pouvait avoir pris dans le temps, son étymologie. Parce que c'est le mot, la langue, c'est le matériau de l'écrivain comme l'argile peut l'être pour le sculpteur. Et écrire pour moi, c'est être en familiarité de plus en plus grande avec les mots. Donc quand j'écris, eh bien, voilà, ça commence toujours, et ça continue, parce que c'est vraiment mon travail, avec la substance même du mot, son sens, et Fille ne fait pas exception, loin de là, puisque j'ai commencé très tôt à me demander quels étaient les différents sens du mot fille, parce que j'avais des souvenirs d'enfance où ce mot était employé dans différentes significations. Par exemple, ma grand-mère disait à propos d'une fille de mauvaise vie, c'est une fille, pour dire, voilà, ça n'est pas quelqu'un de bien, et c'est un sens qui se trouve dans le dictionnaire. Et tous les sens que j'ai trouvés, tous les sens du mot fille, il y en a 4 principaux, sont tous d'une manière ou d'une autre négatifs, enfin, sauf le premier, c'est de sexe féminin, bien sûr, mais la fille, c'est aussi celle qui est dépendante de ses parents, on est la fille de son père et de sa mère, alors que pour le garçon, il y a 2 mots différents, on est un garçon et on est un fils. La fille, voilà, c'est la même chose, c'est comme si la fille était toujours affiliée, et n'existait pas en tant que telle, indépendamment de quiconque. Et puis le 3e sens, c'est célibataire, rester fille, c'est ne pas se marier, ne pas avoir trouvé de mari. Donc tous ces sens-là sont quand même des sens plutôt péjoratifs, ou en tout cas qui minorent le féminin. Donc je suis vraiment partie de la définition du dictionnaire, comme j'aime à le faire. Lorsque votre narratrice naît en 1959, les échographies n'existent pas, il faut donc attendre la naissance pour savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Et donc à la naissance, on s'exclame « c'est une fille », ce sont les premiers mots de votre roman. Ça commence avec un mot comme la lumière ou comme le noir, écrivez-vous. Ce premier mot, ça tient lieu de destin d'une certaine manière? Oui, bah, c'est-à-dire que je me suis amusée à représenter la naissance comme la création du monde. Dieu créa le ciel et la terre. Bon, c'est-à-dire qu'à un moment, ça se divise en 2, et on sait que le mot sexe veut dire étymologiquement ce qui sectionne, c'est la même étymologie que sectionner, et que sécateur, c'est ce qui coupe en 2 l'humanité, donc d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles, et donc voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on y pense, la différence sexuelle. Voilà. Et donc, cette petite fille arrive au monde. C'est la première phrase que la sage-femme dit pour les parents, puisque les parents ne savent pas jusqu'à la naissance, c'était avant l'échographie,
quel est le sexe de leur enfant. Et là, voilà, tout d'un coup, elle n'est plus que d'un côté du monde et pas du côté le plus valorisé, puisque son père, notamment, voulait absolument un garçon. D'où cette phrase qui revient assez souvent dans le roman, « Oui, une fille, c'est bien aussi ». Exactement, c'était ma question suivante. On est fille ou femme par défaut, d'une certaine manière, parce qu'on n'est pas un garçon. Une fille, oui, c'est bien aussi. Oui, oui, mais d'ailleurs, vous voyez, pour revenir sur la question du mot, je suis partie du verbe naître, et je me suis dit, la naissance, naître, c'est n'être qu'une fille. Quand on est fille, on n'est qu'une fille. Et Simone de Beauvoir le dit très bien dans Le Deuxième Sexe, qui est un texte de 1949, qui n'est pas si éloigné de la date de naissance de ma narratrice, 10 ans plus tard, en 1959. Elle dit très exactement dans Le Deuxième Sexe qu'on est femme par défaut. C'est vraiment être une fille, c'est ne pas être un garçon. Voilà, on rappellera juste en passant qu'en 1959, une femme ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari, ne pouvait pas avoir un compte en banque, pas signer un chèque, etc. etc. On l'oublie alors que oui, ce n'est pas si vieux. Moi, je sais que j'ai des souvenirs de ma mère, effectivement, avec tous ces interdits, l'obligation de demander l'autorisation de son mari pour signer un chèque et pour avoir un travail. Ça paraît très, très lointain et c'est assez proche. Vous dites et vous écrivez qu'une fille c'est un garçon raté, et quelques pages plus loin vous ajoutez qu'une fille c'est un garçon blessé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne reprends pas à mon compte cette idée. Enfin, je tenais à ce que cette phrase-là, qui est une phrase que j'ai entendue souvent, soit dans le roman, mais bon, ce n'est pas moi qui pense cela. J'ai juste dit que vous l'aviez écrite. Oui, je l'ai écrit. C'est-à-dire qu'une fille, c'est un garçon blessé, c'est cette idée qui est freudienne aussi, qu'une fille, c'est un garçon à qui il manque quelque chose. Hein, voilà, elle n'a pas l'organe de la virilité, le phallus, comme dit la psychanalyse, et que du coup, c'est une sorte que le sexe est une blessure. Qui serait la suturation de ce sexe manquant. Alors évidemment, maintenant ça a été beaucoup remis en cause par les féministes, et à juste titre, parce que la psychanalyse part du principe que les filles souffrent toute leur vie de ce manque, de la castration, et qu'elles veulent absolument, ce que Freud appelle l'envie du pénis, elles veulent absolument récupérer le sexe masculin. Bon, je pense qu'on a un petit peu, on voit un peu les choses autrement maintenant. Le père de votre narratrice est évidemment déçu lorsque vient la fille, lui qui attendait un garçon, le champagne reste dans la voiture. Alors, mais oui. Oui, il avait préparé du champagne et il reste dans le coffre. Mais je trouve que tous les hommes devraient lire votre livre, parce que ça permet de comprendre un tas de choses. Et par exemple, je me suis demandé comment expliquer la déception et la culpabilité de la mère dans ce cas-là. Parce qu'elle est fille aussi. Mais c'est parce que les femmes, je pense, à cette époque, encore beaucoup plus que maintenant, intériorisaient une forme d'infériorité, et donc elles se sentaient coupables de ne pas avoir donné satisfaction à leur mari. C'est le cas de la mère de Laurence, donc la narratrice. Elle lui dit même à un moment, je pense que après le divorce, elle dit, je pense que ton père m'aurait plus aimé si j'avais eu un garçon. C'est terrible. C'est comme si c'était elle qui était responsable du fait de n'avoir eu que des filles, puisqu'ils ont 3 filles, et qu'elle n'a jamais pu donner de garçon, et c'est comme si c'était elle qui était seule responsable de cette faute, finalement, qui est ressentie comme une faute. Alors, comme vous venez de le dire, c'est pas la première déception, c'est la deuxième déception, puisque avant Laurence, il y avait déjà eu une fille qui porte un prénom épicène, Claude, et vous écrivez que la vocation de Claude, c'est d'être fils unique. Très jolie phrase. Oui, parce que donc il y a 2 sœurs qui toutes les 2 ont bien compris qu'elles étaient décevantes par rapport au désir du père, et donc elles sont en rivalité aussi l'une avec l'autre, parce que bon, c'est 2 filles, mais il faudrait qu'il y en ait une qui arrive à
à remporter quand même l'amour du père. Et donc, oui, le rêve de la sœur aînée, c'est d'être fils unique, oui. Alors, on a bien compris qu'une fille, c'est pas comme un garçon, mais une fille, est-ce au moins un enfant? Dans votre roman, au moment du recensement, à la question avez-vous des enfants, le père répond non, j'ai 2 filles. Oui. Ben oui, oui, Mais je pense que cette phrase est possible. On est dans un roman, mais je pense qu'elle est possible. Je vous le confirme. Oui, oui, je n'ai pas tout inventé. Okay. Et cette phrase, elle est inoubliable. Mais ça en dit long sur la perception qu'a le père de sa famille. Oui, c'est-à-dire que pour lui, avoir des enfants, c'est forcément avoir un garçon. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de garçon, bon, bien sûr, il sait bien que bon, ses filles les aiment, bon, mais quand on lui demande s'il a des enfants, immédiatement, il fait le lien avec le masculin, parce que c'est une génération où les pères veulent transmettre le nom de famille. Alors bon, le nom de famille va se perdre avec les filles, puisqu'elles vont se marier et prendre le nom de leur mari. Ça aussi, c'est quand même une drôle de chose. Oui. Ça aussi, ça a changé maintenant. Mais enfin, à l'époque, une fille, finalement, n'avait jamais de nom propre. Mais c'est pas si utilisé que ça, hein, d'ailleurs. Le nom de son mari. Oui. Mais c'est pas assez utilisé que ça. Non, c'est vrai, parce que bon, c'est une tradition très, très ancienne. Il y a des archaïsmes. Ouais. Ceux qui vous lisent régulièrement retrouveront dans ce roman des événements que vous avez déjà évoqués. Fille, c'est important de le dire, est un roman, mais ça nous ramène à cette part cachée des mots dont je parlais au début. Vous écrivez, page 83, savoir que les pensées sont aussi invisibles que les sexes lui donnent un grand plaisir. Révéler la part cachée des mots, c'est se priver d'un plaisir intime ou c'est le partager? Oh, ouais, je crois que c'est le partager. Il y a une jubilation, il y a même une jouissance dans l'utilisation du langage. Je crois que c'est la motivation principale de la plupart des écrivains. C'est de partager ce rapport intime, jubilatoire qu'ils ont. De montrer ces pensées invisibles? Oui, oui, je pense aussi. Enfin, particulièrement, je pense les femmes qui écrivent ont à cœur de parler, de dire ce qu'elles n'ont pas eu le droit de dire pendant des siècles. Donc c'est pour ça que souvent c'est sans tabou, c'est parfois frontal, peut-être plus que les romans d'hommes, les livres des femmes, parce que là il y a quelque chose à dire qui a été interdit jusque-là. J'ai le sentiment, enfin, j'avais prévu cette question bien après, mais je trouve que votre roman, il tombe à un moment important. J'ai le sentiment que depuis quelques années, le droit des femmes, s'il a pas reculé, il est en danger. Et je pense que ce roman, il vient exactement au bon moment pour nous rappeler un certain nombre de choses. Il y avait cette idée dans votre démarche aussi? Oui, enfin, oui, je crois que vous avez raison, qu'il faut être très vigilante. Et vigilants, parce que les hommes ont le droit d'être vigilants aussi sur cette question. Ils doivent. Oui, ils doivent. Je pense qu'un recul n'est pas du tout impossible, un recul des droits. On a l'impression que ce sont des conquêtes qui sont définitives, mais ça n'est pas forcément le cas. Et bon, moi, je voulais aussi mettre en parallèle, puisque finalement, j'ai eu la chance de connaître les 2 grands mouvements pour jusqu'à maintenant du féminisme, les années 70, où moi j'étais adolescente, et donc le MLF, le MLAC, Mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, les grandes manifestations. Tout ça, féministe, je l'ai connu, avec même les excès, on brûlait les soutiens-gorge, etc. Et ça m'intéressait beaucoup à travers un destin. Évidemment, je ne voulais pas écrire un essai, ça n'est pas du tout un essai militant ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment à travers l'histoire d'une fille qui elle-même ensuite devient mère et a une fille. On en parlera, c'est la deuxième partie. De montrer l'évolution sur 50-60 ans de la condition féminine, avec donc en faisant le pont entre le mouvement féministe des années 1970 et le mouvement MeToo, qui a ramené d'une autre façon des questions
qui méritait d'être posée sur le quotidien, le quotidien des femmes. Parce que les grands mouvements, évidemment, les procès, Gisèle Halimi, les procès contre le viol, les procès pour soutenir les médecins qui avaient pratiqué des avortements, les femmes qui avaient avorté, c'est très bien, c'était absolument indispensable. Maintenant, c'est aussi, maintenant que ça est acquis, c'est dire, mais attendez, dans la vie quotidienne, tout ce qu'une femme supporte, finalement presque sans se rendre compte que c'est une agression, parce qu'évidemment ce sont des agressions mineures, mais bon, se faire interpeller dans la rue, se faire toucher dans le métro, dans les transports en commun, entendre subir une plaisanterie graveleuse chez le médecin, parce que là je raconte des consultations médicales où le gynécologue en profite pour raconter une blague salace, et ça le fait beaucoup rire, pour voir comment elle va réagir. Tout cela, finalement, sont quand même des choses qui ne devraient pas être permises et qui sont monnaie courante. Alors bon, je trouve ça... il ne s'agit pas de dire on n'a plus le droit de plaisanter. Moi-même, je suis bon public, même pour certaines plaisanteries douteuses. Il y en a dans tous mes livres, d'ailleurs. Mais c'est vraiment au second degré. Et puis là, il se trouve que là, vraiment, j'avais un père qui faisait beaucoup de blagues misogynes. Et bon, j'ai fini par en rire. Hein. Bon, donc ça, c'est comme ça. Mais n'empêche que voilà, le mouvement MeToo a juste dit maintenant tout cela, depuis les choses mineures, apparemment mineures, jusqu'aux tragédies, tout cela ne doit plus exister. Et on parle. Je fais encore une parenthèse sur MeToo. J'ai le sentiment qu'il commence à y avoir une forme de déception par rapport à MeToo. Que ça avait bien commencé et que ça y est, on baisse la garde. Oui, mais c'est comme dans tous les grands mouvements, il y a des excès, c'est-à-dire que maintenant on a tendance à dire oui, maintenant les femmes portent plainte pour n'importe quoi, elles portent plainte faussement, on ne peut pas toutes les croire. Enfin, c'est terrible parce que l'urgence à dire est quand même première. Bon, il y a toujours dans toutes les révolutions, je ne sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas dans tous ces mouvements de revendication, il y a forcément quelques scories, mais ce n'est pas ça qui doit arrêter la lutte. Revenons à votre narratrice. À 11 ans, elle se plonge dans les livres et elle découvre que sa vie entière y est racontée. Se pose forcément la question de la responsabilité de la littérature aussi dans la perception des filles et des femmes. Pendant des siècles, et encore au siècle dernier qui est pas si lointain, il y avait ces images un peu caricaturales de la femme telle qu'on la voit aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y avait une image caricaturale aussi dans beaucoup de romans d'hommes. Oui. D'ailleurs, il y en a encore. Mais même dans des romans récents, malheureusement. Oui, il y en a encore. Enfin, voilà, où la femme est soit la belle aventurière, la vampe qui va séduire l'homme et qui va ensuite se moquer de lui, la femme fatale, ou alors la femme fragile qui tombe en dépression quand elle est quittée, abandonnée. Bon, il y a ça aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, ça existe, mais je préfère que ce soit raconté ça par une femme que par un homme, voilà, parce que c'est quand même un peu des clichés, des stéréotypes du féminin. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça. Hein. Mais il y en a toujours. Il y a quand même encore toujours maintenant des romans où on peut lire à propos d'un homme et d'une femme, il la posséda. Bon, voilà. Pour décrire l'acte sexuel, il la posséda. C'est très fréquent, ça. C'est quand même... Bon, c'est bizarre hein, de voir ça dans un roman du 21e siècle. Au 19e siècle, là, ça je veux bien, mais bon, il la posséda. Alors, ce qui est frappant avec votre narratrice, c'est que ce mot fille, il lui colle à la peau, et il faut qu'elle s'en débarrasse à un point tel que pour s'en débarrasser, et pour ne pas coiffer Sainte-Catherine, elle se marie 15 jours avant ses 25 ans.
pour ne pas rester fille. C'est dire la puissance et le poids du mot. Bah ça, c'est le conditionnement, oui, oui, parce que son arrière-grand-mère, qui était couturière, lui avait expliqué la tradition des Catherinettes, c'est-à-dire qu'on coiffe Sainte-Catherine. Voilà, coiffer Sainte-Catherine, c'est ne pas être marié donc, à l'âge de 25 ans. C'était une tradition dans le milieu de la couture. On portait des chapeaux. Et elle, donc sa grand-mère, son arrière-grand-mère, lui dit bon, alors toi, jolie comme tu es, tu coifferas pas Sainte-Catherine. Et ça lui revient des années après, et de fait, elle trouve ça drôle, elle s'en moque. N'empêche que, effectivement, elle se marie 15 jours avant ses 25 ans. Alors, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez par rapport aux blagues salaces, j'aimerais aborder la question du plaisir et du désir, parce qu'on peut dire un certain nombre de choses par rapport au plaisir et au désir d'un homme qui passe très bien. C'est beaucoup plus compliqué de le dire pour une femme, malheureusement. Et ce que je trouve intéressant avec votre narratrice, c'est qu'elle découvre le plaisir très tôt. Il va falloir attendre pour que le désir fasse son apparition, et ce désir, il va apparaître à la fois à la piscine, mais à travers des mots encore, à travers le mot torse, le mot épaule, le mot muscle, le mot garçon, et à travers la grâce d'un danseur. Oui. Comme par hasard. Oui, oui, oui. Non, non, je crois que oui, c'est pas un hasard. Et puis j'ai une passion encore maintenant pour la danse, surtout la danse contemporaine. Mais effectivement, elle découvre en fait, oui, le plaisir. Mais vous avez raison, je reviens sur ce que vous avez dit. Je remarque que aussi bien, peut-être plus les hommes, mais aussi bien les hommes que les femmes, les lecteurs, les lectrices, sont souvent beaucoup plus choqués par l'évocation, sinon même des scènes, mais simplement l'évocation de la sexualité féminine dans un roman que quand il s'agit d'un homme. C'est d'ailleurs beaucoup plus souvent moqué, les critiques littéraires, voilà, c'est toujours un petit peu bon, voilà, les femmes qui déballent leur vie intime, alors que on a des exemples très très récents dans l'actualité littéraire d'hommes qui n'hésitent pas à raconter leur vie sexuelle, et bon, tout le monde trouve ça formidable. Donc là, il y a encore quelque chose vraiment à surmonter et à défendre du côté de l'écriture des femmes. Et oui, donc la Laurence du roman découvre le plaisir, comme beaucoup d'enfants ou d'adolescents, par le plaisir solitaire. Et puis c'est seulement après qu'elle comprend ce que c'est que le désir avec la différence sexuelle, quand elle voit tout d'un coup à la piscine, elle a 13 ans, elle voit un garçon torse nu, et d'un seul coup elle se dit mais il est fait pour moi. Elle a envie de... On a presque l'impression que les mots épaules, torse sont plus sensuels que le corps. Mais complètement, parce qu'elle lit beaucoup déjà. Elle lit elle a lu Tristan et Iseult, où on décrit Tristan comme ayant les épaules larges et les flancs grêles. Et ça lui parle. Le mot épaule devient, voilà, l'épaule de l'homme, c'est peut-être, c'est pas l'épaule où on va pleurer, mais c'est le torse aussi, où voilà, avec cette idée de la torsion aussi, de ce qui lui tord le ventre à elle. Donc c'est vrai que c'est aussi moi je crois beaucoup à l'érotisme des mots. Alors, avant d'aborder la deuxième partie de votre roman, j'ai envie de vous dire que, au-delà d'un roman qui est utile, comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est un roman politique aussi, parce qu'il nous enseigne ou il nous rappelle que la langue peut créer des dépendances, des dépendances psychologiques. Elle peut provoquer, cette langue, un certain nombre de comportements, de réflexes. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, on commence à parler d'ensauvagement. On ferait bien de relire Césaire d'ailleurs. Le poids des mots, leur signification est très très souvent galvaudé, et je trouve qu'avec votre roman, vous remettez le mot au milieu du village, si j'ose dire. Oui, ça a toujours été enfin, c'est même pas mon ambition, c'est mon plaisir, c'est ma joie. Et oui, je suis très sensible au sens des mots, et j'écoute aussi, moi quand je lis, parce que je lis énormément depuis toujours. Et encore plus depuis le mois de février. Oui.
Oui, bah, non, pas vraiment encore plus, parce qu'avant j'étais dans le jury du Fémina, donc j'ai toujours beaucoup lu. Et en fait, pour moi, la lecture, c'est une écoute. C'est-à-dire, j'écoute, et c'est comme ça que je me fais un jugement finalement sur le livre. J'écoute s'il y a une voix et si les mots sonnent justes. Si les mots sont employés à bon escient, par exemple, voilà, un roman où il la posséda, je me dis, bon, je suis pas. Il y a peu de chances que j'aille au bout. Euh, voilà, mais de toute façon, c'est très subjectif une lecture, mais il faut entendre une voix, et une voix qui me plaise. Hein. Moi, je revendique la subjectivité, y compris dans les jurys. Qu'est-ce que c'est qu'un jury littéraire? Ben, c'est en l'occurrence pour le Goncourt 9 personnes qui ont des goûts très différents. Bon, il y a plus d'hommes que de femmes, comme vous savez, mais donc qui ont des goûts, qui ont des formations, qui ont une culture très 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 différente et qui expriment leur jugement, mais c'est pas un jugement de valeur intrinsèque, c'est une subjectivité qui s'exprime. Pour entrer dans la deuxième partie de votre roman, on va encore s'attacher à un mot, décidément, ou à deux. Votre narratrice devient mère à son tour, une première grossesse pour un garçon, Tristan, une grossesse qui va finir tragiquement, mais ces mots, mon fils, comme c'est étrange de prononcer une parole que tu n'as jamais dite. Dire mon fils pour la première fois, c'est vraiment une première fois. Mais oui, mais les mots qu'on prononce pour la première fois, c'est comme une naissance. Tout d'un coup, le mot aussi est nouveau-né, parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion dans sa vie de dire mon fils. Et donc, ça, tout d'un coup, ça prend une résonance très, très forte et très bouleversante. Et c'est vrai qu'il y a des mots nouveaux dans une vie, ou d'ailleurs les noms propres, quand vous rencontrez quelqu'un, tout d'un coup il vous dit son nom, et voilà, vous avez un nom nouveau dans votre vie. Je suis très très sensible à ça, les noms propres, les noms communs. Ça correspond à des étapes, à des événements. Les mots sont en eux-mêmes des événements. Il y a une deuxième grossesse, et là, c'est une fille. Votre narratrice devient maman d'une petite Alice. Et je me suis dit qu'encore une fois, un prénom comme celui-là n'était pas choisi au hasard. Votre roman est dédié à votre merveilleuse fille. Et la dernière phrase du roman est « C'est merveilleux, une fille, Alice et merveille ». Oui, bah, elle est prénommée. Je précise que ma fille ne s'appelle pas Alice. Hein. On est dans le roman, hein, on est dans le roman. Oui, mais ses parents l'appellent Alice parce que voilà, ils pensent à Alice au pays des merveilles et que comme ils ont perdu un petit garçon avant d'avoir cette petite fille, eh bien ils ont envie d'aller au pays des merveilles avec elle. Là aussi le choix des quand on choisit un prénom, on le sait bien, quand on a un enfant, qu'on choisit un prénom, c'est pas... Mais c'est presque prémonitoire par rapport à la fin du roman. Oui, oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. Oui. On en parlera tout à l'heure de la fin du roman, sans tout dévoiler évidemment, mais vous dites aussi dans votre roman qu'il y a des mots qui portent en eux la malédiction. Est-ce que fille est un mot qui porte en lui la malédiction? Qui peut, enfin, il la porte. Tout dépend qui prononce les paroles et de quelle façon et dans quel contexte. Mais c'est un mot qui est plus volontiers chargé de malédiction que le mot garçon, encore que je pense qu'un garçon pourrait certainement, d'ailleurs j'en parle à un moment, il ne faut pas non plus séparer, voilà, les filles, il leur arrive que des catastrophes, puis les garçons c'est formidable. Ce serait bien que le garçon a une lourde charge à porter pour... je pense à d'ailleurs un livre de Jérôme Messos qui s'appelle Faire le garçon, qui a été un des déclics d'ailleurs pour moi pour écrire Fille, parce que justement il raconte, oui, je l'ai lu donc il y a quelques, il y a 2-3 ans peut-être, voilà, et voilà déjà rien que le titre, Faire le garçon, qu'est-ce que ça veut dire et puis voilà, j'avais lu le livre et je me disais oui. Finalement, c'est intéressant de voir ce qui pèse aussi sur les épaules
d'un garçon. Et ça m'a donné envie C'était une analyse très ambivalente, hein. Il y avait vraiment deux points de vue en plus dans ce roman. Oui, tout à fait. Oui. Et pour moi, d'ailleurs, il y avait des choses qui manquaient. J'aurais bien aimé l'interroger. Il n'aura pas le concours, donc c'est bon. Revenons à ce pouvoir des mots. Je trouve qu'il y a des forces incroyables dans votre roman, notamment dans certaines ellipses. On a parlé de Tristan et du drame qui a suivi sa conception. Il y a un moment où Laurence, au moment où son mari essaye d'apprendre à nager à Alice, où elle lui dit « non, pas elle », et rien que dans cette petite phrase, ces 3 mots, on comprend toute la douleur que la mère a subie et peut-être gardée en elle avec la perte de Tristan. Et le mari, il ne comprend pas. Il ne capte pas, en tout cas. Et je trouve que ces mots-là sont d'une force absolument incroyable. En 3 mots, on peut dire la douleur qui dure depuis des années. Oui, parce que c'est un cri qui lui échappe, parce qu'en fait, elle voit son mari qui jette leur petite fille qui a 4-5 ans, qui crie parce qu'elle ne veut pas aller dans l'eau, elle a peur de l'eau, et puis lui, il veut absolument lui apprendre à nager, et donc comme elle ne veut pas y aller, il la jette dans l'eau, et puis après, il saute lui-même et il la rattrape, et elle voit ça, et pour elle, c'est vraiment, c'est jeter le bébé, quoi. Et c'est insupportable pour elle parce que c'est l'angoisse, c'est l'angoisse de perdre l'enfant à nouveau. Alors le père s'est mal comporté en agissant de la sorte. Il se comporte encore plus mal ou il a encore moins compris les choses quand il se demande pourquoi Laurence a dit non, pas elle. Et à ce moment-là, vous dites la fin de l'amour, on ne l'aperçoit pas toujours, mais parfois si. Parfois même, on peut la dater. Donc le fait de ne pas avoir compris certains mots, ça peut casser le ressort. Mais oui, je pense que tous les cas de figure sont possibles, mais c'est vrai que je crois, d'expérience, que dans certains cas, l'amour ne s'étiole pas pendant des années quand il doit s'étioler, mais s'arrête net, et parfois, effectivement, on peut le dater. Parfois, la fin de l'amour, c'est une phrase ou un acte qui est insupportable, où la mesure est passée et c'est fini. Et on le sait à l'instant. Oui, c'est fini. Ça peut pas, c'est pas réparable. Alors la narratrice divorce, mais son père aussi, l'occasion de pointer du doigt une autre injustice, la faculté des hommes à procréer jusqu'à un âge avancé, sans parler de la différence d'âge dans les couples. Oui, de toute façon, j'en avais déjà parlé. Oui, mais c'est un vrai sujet. Et quand je vous disais que vous avez fait un livre politique, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Dans mon précédent roman qui s'appelait Celle que vous croyez, c'était vraiment cette histoire-là aussi, de cette idée très répandue que les femmes, à partir de 50 ans, sont périmées, ne sont plus sur le marché de la séduction, alors que les hommes, cette fameuse phrase, les hommes mûrissent, les femmes vieillissent. Avec des exemples innombrables dans le cinéma, partout où les hommes continuent à être représentés dans les films, des hommes de 60 ans, 70 ans avec des maîtresses qui ont 30 ans de moins qu'eux, alors qu'on ne verra jamais, ou très très rarement, ou alors ça finira très très mal, l'inverse. Et donc, oui, il y a cette c'est un clin d'œil aussi, effectivement, à cette question-là dont j'ai vraiment beaucoup parlé dans le précédent roman. Elle divorce et son père divorce aussi pour épouser une femme beaucoup plus jeune avec qui il a un enfant qui sera enfin un garçon, alors qu'il a eu 3 filles avec sa femme, sa première femme. Et donc, voilà, c'est effectivement l'injustice biologique. Oui. Dans la deuxième partie, ce qu'on comprend bien, c'est la manière dont Laurence et Alice perçoivent cette condition de fille de manière différente. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Laurence, elle a traversé les grands mouvements, le MLF, tous ces mouvements pour ce qu'on appelait la libération des femmes. On a l'impression qu'elle s'en est quand même pas totalement sortie, qu'il reste encore un peu de colle. Oui, complètement. Ben oui, c'est un long parcours et
moi, je pense que ça n'est jamais tout à fait fini. Il y a aussi des conditionnements dans l'enfance, des difficultés à appréhender des mutations dans la pensée. C'est vrai que pour les femmes de ma génération, c'est pas du tout évident d'entendre tout ce qui se dit maintenant autour du genre, des personnes non binaires qui se déclarent ni d'un sexe ni de l'autre, qui ne veulent pas choisir. Et donc c'est un apprentissage de quelque chose qui va quand même assez vite pour une femme quand même qui est assez traditionnelle dans le roman, enfin qui a une éducation traditionnelle protestante. Donc ça ne va pas de soi tout d'un coup de se convertir à toutes les nouvelles idées. Donc elle a un petit peu de mal, mais elle est fortement aidée et encouragée dans cette voie par sa fille qui remet en cause tous ces préjugés. Alors je trouve que c'est très... Enfin, ça donne de l'espoir de lire la deuxième partie de votre roman, parce qu'on a l'impression que la nouvelle génération, finalement, peut peut-être même aider la génération précédente à aller encore plus loin. Ah oui, mais j'ai vraiment construit le roman comme ça. C'est-à-dire pour moi, cette troisième partie, c'est un ensoleillement. C'est-à-dire que toute la partie où la fille de Laurence, donc Alice, grandit, c'est un apprentissage pour sa mère. Et c'est comme si la transmission s'inversait. C'est-à-dire que traditionnellement, on peut dire que c'est une génération qui transmet à la suivante les valeurs, des idées. Bon. Et là, c'est la fille qui, progressivement, par son développement, sa formation personnelle, enseigne et transmet quelque chose à sa mère. Mais c'est extrêmement intéressant parce que vous et moi, on fait partie d'une génération où on a reproduit ce qu'on a vu de nos parents finalement, Oui. que ce soit dans l'éducation des enfants, etc. Oui. Alice, c'est pas ça. Alice, elle se nourrit ailleurs. Elle va chercher des références et des valeurs ailleurs. Et ça, c'est Oui. le propre de la nouvelle génération. Oui, tout à fait, mais dès la petite enfance, c'est-à-dire qu'elle ne se soumet pas aux règles auxquelles sa mère voudrait la soumettre, parce que c'est qu'elle a elle-même eu, voilà, les petites filles mettent des robes, les petites filles font de la danse classique, les petites filles ne jouent pas au football, les petites filles font le ménage et la cuisine avec leur maman. Et toute petite, Alice ne l'entend pas du tout de cette oreille et s'impose finalement et impose son point de vue. Parce qu'à 18 mois, dès qu'elle sait parler, c'est justement là encore la langue, un de ses premiers mots, c'est en un seul mot, parobe. Quand sa mère veut l'habiller, elle dit parobe, parobe. Et elle répète parobe jusqu'à ce que sa mère comprenne qu'il faut lui mettre une salopette. Donc Mais Laurence essaye quand même de lui dire, est-ce que on va essayer de pas tout dévoiler, mais elle essaye de lui dire, est-ce que tu es sûr que tu fais les bons choix? Enfin, il y a ce petit reste d'éducation protestante bourgeoise qui refait surface quand même. Ah bah oui, complètement, oui, bien sûr. Bah oui, l'éducation traditionnelle, bah une fille, même si elle se sent assez libre et qu'elle a un travail et qu'elle elle est indépendante, bah une fille va rencontrer un garçon, va tomber amoureuse, va se marier, faire des enfants et c'est normal. Enfin, il n'y a pas de question à se poser, alors que pour sa fille, il y a toutes les raisons de se poser des questions. Alors, en vous lisant ce roman, surtout quand on est un homme peut-être, on se dit, il y a quand même un certain nombre de trucs que j'avais pas compris et que je comprends un peu mieux, voire beaucoup mieux, et que finalement, entre une fille et un garçon, il n'y a pas de différence. Oui. Sauf qu'il y en a une. Sauf qu'il y en a au moins une qu'Alice définit très très bien. Et rien que pour cette phrase, ce roman est prodigieux. La différence, maman, entre hommes et femmes, tu vois, c'est que les hommes ont peur pour leur honneur, tandis que les femmes, c'est pour leur vie. Le ridicule ne tue pas, la violence, si. Eh bien, toute la différence est là. Oui, ça c'est très juste. Oui, c'est une discussion entre la mère et la fille, où la fille proteste contre les garçons qui sans arrêt la harcèlent, ou la sifflent dans la rue, ou veulent lui parler, ou essaient de
voilà, de la maîtriser. Et elle dit qu'elle a peur dans la rue, qu'elle n'ose pas voilà, sortir, que les filles. Et la mère essaie de temporiser ou de dire, elle lui dit, mais tu sais, les garçons aussi, ils ont peur, les garçons, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur ils ont peur d'être impuissants, ils ont peur voilà. Et la fille lui dit effectivement, mais oui, bien sûr, les garçons ont peur aussi. Les garçons ne sont pas dénués d'angoisse et d'anxiété. Mais ça n'est pas la même peur. C'est-à-dire qu'un Quelle garçon. phrase, hein, quelle phrase, quelle claque pour les garçons. Hein. Mais oui, mais c'est vrai. Je peux vous dire. Mais oui. Oui, mais oui, parce qu'une femme a tellement. Enfin, moi, je m'en rends compte moi-même. On a tellement intégré le fait que dans la rue, bon, faut quand même se méfier, voir comment on est habillé, si on sort tard le soir. On est conditionné à ça aussi, avec les éclairages, les places de parking pour les femmes. Enfin, et on a peur pour sa vie. Je dis dans le roman, une autre phrase que j'aime bien parce qu'elle est assez percutante. Une femme menacée, c'est un pléonasme. Oui. Parce que il y a toujours un petit peu de sentiment de menace. Bon, évidemment pas là maintenant à l'instant T. Encore que. Hein, mais quand même, dans le subconscient, il y a un sentiment de menace chez les femmes, les filles, que les hommes n'ont pas. C'est clair. La plupart des hommes. Oui. Je vais vous donner la parole, mesdames et messieurs. Alors, vous savez probablement qu'il y a un virus qui se promène. Donc je ne vous tendrai pas le micro parce que sinon on va passer le virus de l'un à l'autre, etc. Mais si vous avez des questions, je vais venir près de vous, je vais mettre mon masque. Vous me chuchoterez votre question dans l'oreille et je parlerai dans le micro parce que mes microbes à moi ils sont déjà, donc on ne craint rien. Donc lancez-vous, n'hésitez pas. Personne ne veut chuchoter à mon oreille, c'est pas sympa. Alors vous avez le droit de parler fort près de mon oreille, j'arrive. Casser la figure. Oups. Allons-y. Dites-moi. Dans cette perception de la femme. Oui, est-ce que ça ne sent pas un frein? D'accord. Monsieur aimerait connaître, enfin, avoir votre avis sur le rôle des religions dans la perception de la femme. Est-ce qu'elles ne sont pas un frein, finalement, à tout ce que vous essayez de démontrer, finalement? Oui, bah c'est certain que disons en tout cas, je ne connais pas toutes les religions, mais les religions monothéistes sont toutes, ont toutes à un moment ou à un autre dans les textes sacrés des passages pour dire que la femme est soumise à l'homme et qu'elle doit obéir et oui, ça, je crois que c'est clair, bien sûr. Autre question pour Camille Laurence, passant par mon canal acoustique. Allez-y, n'ayez pas peur. Oui, allons-y, j'arrive vers vous. Dites-moi. En ce moment même, à Lausanne et Genève, par exemple, il y a ces manifestations pour la transition écologique. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le roman sur le lien entre dans la jeunesse, la Ok, transition écologique? j'ai compris. Madame dit qu'en ce moment à Genève et à Lausanne, notamment, mais dans beaucoup de villes dans le monde, hein, il y a ces manifestations de la jeunesse pour la transition écologique. Et elle voulait savoir si dans le roman il y avait quelque chose de cet ordre-là. J'ai envie de la prolonger en vous disant... Oui, notamment aussi pour les questions de genre. Et j'ai envie de la prolonger en disant finalement, est-ce que le changement de mentalité de la nouvelle génération procède un peu de la même démarche en ce qui concerne la transition écologique et la manière dont on regarde la différence sexuelle? Oui, je pense que c'est lié, même si dans le roman, ça n'est pas du tout envisagé sous cet aspect. Mais par exemple, moi, je suis très touchée par le fait que dans l'écologie, il y a cette idée que l'animal est un être sensible, un être vivant doué de sensibilité, et c'est très récent, c'est depuis 2015 que dans le droit, on a admis que l'animal n'était pas seulement un bien meuble, parce qu'avant, dans le Code civil jusqu'en 2015, l'animal était un bien meuble,
comme une commode. Donc quand vous divorcez, le chien, c'est comme qui est-ce qui va embarquer l'armoire normande. Et donc il y a cette idée quand même de l'attention au vivant, en fait, et d'une forme évidemment d'égalité. Il ne s'agit pas de dire, tout est égal. Hein, enfin, certains, d'ailleurs, les antispécistes peuvent le dire parfois, mais en tout cas, je pense que ça procède d'une attention à cette tentative de faire attention à tout ce dont avant on ne se souciait pas. Autre question pour Camille Laurence, j'arrive. Chuchotez-moi à l'oreille. Je vais venir là, ce sera plus simple. Dites-moi. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Ok. Alors, je vais essayer de tout reconstituer. D'abord, elle voulait vous dire merci pour Philippe et dans ses bras-là, et pour celui-là qu'elle n'a pas encore lu, c'est ça. Et elle dit dans les 3 livres, il y a la perte de l'enfant. Et du coup, est-ce que le fait d'écrire procède de la résilience par rapport à la perte de l'enfant? Et quid de la psychanalyse dans ces cas-là? Vaste question. Je ne sais pas si c'est la résilience, c'est-à-dire que... Non, elle n'a pas dit la résilience, c'est moi qui ai dit la résilience. Oui. Mais je fais traducteur aussi. Non, mais je veux dire, Pardon? Est-ce que l'écriture est une aide? Oui, c'est ça. Oui. Disons que ça n'est pas une thérapie au sens où je ne mets pas du tout sur le même plan la psychanalyse, parce que j'ai par ailleurs fait une analyse, et l'écriture. Hein, c'est-à-dire c'est pas du tout comparable. C'est pas que ça aide, c'est que c'est pour moi, effectivement, j'ai parlé de la perte de cet enfant dans plusieurs de mes livres, parce que comment faire autrement? C'est-à-dire que voilà, c'est pas un sujet, c'est pas faudrait un peu changer de sujet. Voilà, vous en avez déjà parlé. C'est que juste ça occupe l'espace, y compris l'espace de l'écriture, l'espace de la langue. Et donc, c'est là et ça revient. Ça ne disparaît pas. Hein, ça fait un trou. Donc, peut-être que l'écriture colmate un petit peu. Encore que bon, dans Philippe, j'écrivais les mots ne comblent rien, les mots manquent. C'est quand même le lieu de la perte d'un enfant, le lieu du deuil, c'est quand même le lieu aussi où on éprouve que les mots manquent, qu'il y a du réel qui ne sera jamais, qui ne peut pas être dit. Mais l'écriture, c'est quand même arriver à s'en approcher par moments, à saisir quelque chose de cet insaisissable qu'est le réel. Maintenant, je n'écris pas pour aller mieux, mais de fait, je pense que si je n'écrivais pas, j'irais moins bien. Une dernière question? Oui, elle sera pour vous. Oula. Sûrement pas le premier, non, sûrement pas le premier, mais en tout cas, ça me fait penser, vous allez peut-être dire que ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ce que disait Marguerite Duras quand on lui demandait si ce qu'elle avait écrit était vrai, ce qu'elle avait elle-même éprouvé. Et elle disait, mais en fait, bien sûr, il faut que les événements aient eu lieu. C'est-à-dire, il
y a eu une expérience de la vie, du monde qui a eu lieu. C'est le livre intérieur aussi dont parle Marcel Proust. Il y a un livre intérieur qui est imprimé en nous par la vie, par ce qui nous arrive. Mais ensuite, dit Marguerite Duras, les événements ont eu lieu, mais ensuite, ce qui a été vécu est remplacé par ce qui a été écrit. Et finalement, bon, Flaubert, c'était un homme, donc on peut se dire, bon, qu'est-ce qu'il pouvait savoir du féminin, mais justement, l'écriture, en fin de compte, lui, il a éprouvé ce que pouvait être le féminin. D'abord, il avait beaucoup d'amis, et il avait lui-même une sensibilité féminine, et ensuite, eh bien, la réalité, c'est le roman, c'est Madame Bovary, quoi. C'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. C'est ça ça devient la réalité. Madame Bovary, maintenant, c'est en effet d'une certaine manière, je ne dirais pas que toutes les femmes peuvent s'y reconnaître, mais il y a un petit quelque chose de toutes les femmes. Oui. Bien, avant de remercier Camille Laurence, j'aimerais remercier les garçons qui sont venus aujourd'hui. Il y en a quelques-uns. Dites à vos camarades qu'ils auraient dû venir, parce qu'on n'en apprend jamais assez. Diffusez la bonne parole autour de vous. On va remercier Camille Laurence. Ne partez pas tout de suite après vos applaudissements. J'ai encore 2-3 choses à vous dire. Mais moi, j'aimerais vous dire d'abord qu'on est très fiers d'avoir une présidente d'honneur comme vous, Camille Laurence. Merci beaucoup. Une fille, c'est aux éditions Gallimard. Ça devrait être remboursé par la sécurité du lien social. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.